Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du système nerveux. Alors, on va commencer dans le vif du sujet avec déjà les bases de ce qu'il faut avoir pour pouvoir suivre correctement cette vidéo. Donc là, j'ai mis un petit schéma qui représente ce qu'on appelle la commande du mouvement. Donc pour faire simple, qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on reçoit un stimulus? Ici, j'ai pris l'exemple de la lumière, donc la lumière qui nous permet de voir tout ce qui se passe autour de nous. En l'occurrence, ici, un ballon qui arrive. Le stimulus, donc la lumière, est récupérée par les yeux. On a une réception du stimulus. L'œil, c'est un organe récepteur sensoriel. Ensuite, l'œil va envoyer un message nerveux sensitif via le nerf sensitif. Ici, c'est ce qu'on appelle le nerf optique. Ce message va être traité et analysé par le centre intégrateur ou le centre nerveux, qui est composé du cerveau et de la moelle épinière. Alors, qu'est-ce que fait ce centre intégrateur? Il intègre les messages, c'est-à-dire il les récupère, il en reçoit donc la perception. Et à partir de cette perception, de cette intégration de tous les stimuli qu'on peut avoir qui viennent des différentes parties de notre corps, il va élaborer un message. Alors, en l'occurrence ici, il va élaborer un message moteur, un message nerveux moteur. Ce message nerveux moteur va parcourir la moelle épinière, puis après les nerfs. Et ici, j'ai pris l'exemple des nerfs de la cuisse. Et ça va même jusqu'au mollet et jusqu'au pied, qui va activer ou pas, contracter ou relâcher les muscles, qui va permettre de réaliser un mouvement. En l'occurrence ici, lever la jambe pour taper dans le ballon. Voilà globalement donc la mise en relation des organes sensoriels et des muscles, ce qu'on appelle aussi les organes effecteurs. Alors maintenant, on va se baser là-dessus pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe justement au niveau du cerveau. Comment tout ça fonctionne en fait? Parce que là, c'est bien, on a le trajet de l'information, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on zoome au niveau du cerveau et plus précisément quand on zoome au niveau des neurones. Cette vidéo s'intègre au sein du chapitre D qui fait partie du programme de cycle 4 en 4e, la communication nerveuse et les perturbations du système nerveux. Donc, on va voir sur quoi repose la communication nerveuse. Après, dans une autre vidéo, on verra quelles peuvent être les perturbations du système nerveux. Et ce qu'on va travailler ici dans cette vidéo, c'est la communication nerveuse au sein du cerveau. Pour l'instant, on va rester simple, on va regarder ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc pour cela, on va travailler sur le cerveau et on va parler de ce qu'on appelle les aires cérébrales. Comment le cerveau assure-t-il la communication nerveuse? Je vous présente un éminent scientifique qui s'appelle Paul Broca, que peut-être vous avez entendu parler. Alors, on va mettre en place justement un petit peu d'histoire des sciences. Paul Broca, donc que vous voyez en photo, est un célèbre médecin français qui a étudié les troubles du langage. En 1861, il rencontre un patient, Monsieur Le Borgne, qui n'arrive plus à parler. Ce patient est pourtant capable de comprendre ce qu'on l'on dit, est capable de lire des mots et de les comprendre, mais ne peut prononcer qu'une seule syllabe, tant. Il sera surnommé Monsieur Tantan. Paul Broca n'a pas réussi à guérir son patient. Pour comprendre l'origine de ce trouble, il a alors fait l'autopsie du cerveau de patients souffrant de ce même trouble. Il a constaté la présence d'une lésion. C'est une zone endommagée qui ne fonctionne plus, dans une zone très précise du cerveau. Et justement, c'est à partir de ça qu'on va commencer à comprendre que le cerveau est découpé en plusieurs zones. Et ces zones vont avoir des fonctions bien précises dans le traitement de l'information. On va travailler sur l'observation des aires cérébrales, donc c'est la première partie de cette vidéo. Le but, c'est de suivre un protocole avec une petite animation qui est toute simple, qui permet de compléter un schéma qu'on verra ensuite. Et après, c'est d'expliquer un petit peu, avec l'ensemble de ces informations, pourquoi le patient de Paul Broca ne pouvait pas prononcer, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas prononcer de mots, malgré le fait qu'ils savent lire et comprendre les mots. Voici le schéma d'un cerveau de façon très simplifiée. Alors là, on va voir uniquement que la partie externe, entre guillemets, du cerveau, celle qui est la plus visible, qu'on appelle le cortex. C'est une des parties les plus développées chez l'espèce humaine, par rapport à d'autres animaux. Et justement, on a subdivisé ce cortex cérébral en plusieurs parties qu'on appelle des lobes.
lobe frontal, pariétal, temporal, occipital. Alors on le voit pas, on a aussi le lobe insulaire qui se trouve entre guillemets derrière le lobe frontal et le lobe temporal. On a aussi deux autres structures dont on ne parlera pas ici. Cette structure ici, à la base du cerveau, qu'on appelle le cervelet, qui vient du latin cerebellum, qui veut dire petit cerveau. Alors pour faire simple, il a de nombreuses fonctions complémentaires au cortex. Il permet notamment la coordination et la synchronisation des gestes, et permet aussi d'avoir des mouvements très précis, avec une certaine précision. On a aussi vraiment, alors là encore plus à la base du cerveau, ce qu'on appelle le tronc cérébral. C'est là où on va y avoir la plupart des fonctions dites involontaires. Notamment, c'est dans cette partie-là qu'on va avoir la gestion des battements cardiaques et de la respiration. Alors, nous, ce qu'on va s'occuper, c'est les différentes aires. Alors, là, vous en avez une grande partie de ces aires. Alors, quand je passe dessus, on voit qu'elles sont colorées. Alors, on en a plusieurs. On a l'aire prémotrice, l'aire motrice et l'aire motrice supplémentaire. Donc, toutes celles-là, en fait, s'associent l'une avec l'autre pour réaliser le mouvement. Nous, on va surtout s'attarder sur l'aire motrice. Alors, l'aire motrice, tout simplement, qu'on appelle aussi l'aire motrice primaire, c'est vraiment la partie du cerveau qui va exécuter le mouvement, qui va envoyer des informations aux nerfs moteurs et donc aux muscles. L'aire prémotrice, qu'on appelle aussi le cortex prémoteur latéral, tout simplement celui-ci permet l'organisation des mouvements, notamment de certains muscles, les muscles proximaux et les muscles du tronc. Donc les muscles proximaux, c'est ceux qui se trouvent le plus proche du corps, les cuisses et tout ce qui est biceps, triceps. Voilà. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire, qui permet de coordonner et de planifier les gestes complexes, ou alors de favoriser la coordination de plusieurs membres. Par exemple, tout bonnement, nager, faire du vélo, danser, enfin voilà. Donc faire des gestes, des mouvements avec une certaine séquence et de façon le plus possible synchronisée, pour pas qu'il y ait de problème, c'est l'aire motrice supplémentaire qui s'en occupe. On a aussi une aire qui est très importante, qui se trouve de l'autre côté de notre aire motrice, qui s'appelle l'aire somatosensorielle. Globalement, sa fonction se trouve dans son nom, sensoriel. C'est tout simplement l'aire qui va recevoir les informations venant des différentes parties du corps, et notamment surtout de la peau, qui permet de ressentir les choses. Ce qui est intéressant avec l'aire somatosensorielle et l'aire motrice, c'est que les neurones dans ces aires ne sont pas organisés n'importe comment, ils sont organisés par différentes parties du corps, comme on peut le voir sur cette image. Ce qui est assez intéressant de voir que le cerveau n'est pas organisé n'importe comment, il est vraiment organisé d'une certaine façon, avec des zones bien précises. On a l'aire visuelle qui se trouve à l'arrière du crâne, on a l'aire gustative, l'aire auditive, l'aire olfactive qui se trouve vraiment à la base du nez, et enfin, deux aires particulières, l'aire de Broca, qu'on appelle le centre moteur du langage. Et on a aussi une petite aire qui se trouve pas très loin de l'aire visuelle, qu'on appelle l'aire de Wernicke, qui permet de comprendre les mots. C'est vraiment une aire qui est spécifique pour la compréhension des mots. Alors maintenant, donc, si on fait un petit résumé de notre situation, avec l'histoire de Monsieur Le Borgne, qui n'arrive pas à parler, donc, on va ici schématiser en bleu ciel l'aire visuelle, qui se trouve au niveau du lobe occipital. On a ici l'aire de Wernicke, qui permet la compréhension des mots. On a l'aire de Broca. D'ailleurs, c'est ici qu'on trouve avec l'étoile que Broca a trouvé qu'il y avait une lésion cérébrale, qui donc crée le trouble du langage. Et enfin, l'aire motrice primaire, et elle qui va agir sur les muscles. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une personne dont tout fonctionne bien? On lit quelque chose, donc nos yeux récupèrent l'information, c'est le cortex visuel qui s'en occupe. Ensuite, le cortex visuel, une fois qu'il a réceptionné les informations en disant « Ah, bon, voilà, j'ai des images, ok, je vais envoyer ça à l'aire de Wernicke. » Alors donc l'aire visuelle reconnaît des lettres, donc on va envoyer ça au niveau de l'aire de Wernicke, qui elle va associer les lettres entre elles, faire des mots, et donc essayer de comprendre ce que ça veut dire. Si on veut lire à voix haute ce qui est inscrit, eh bien l'aire de Wernicke va envoyer des informations au niveau de l'aire de Broca, qui elle va créer des messages,
pour élaborer un langage qui va permettre après d'envoyer des informations à l'aire motrice qui, elle, va envoyer les informations aux différents muscles qui permettent la parole, tout simplement. Voilà, donc l'aire motrice est juste là pour réceptionner les informations de l'aire de Broca, qui elle a élaboré tout ce qu'il faut pour pouvoir parler, donc pour pouvoir créer un langage, et l'aire motrice ne fait que dispatcher vers il faut que j'active tel muscle, il faut que je désactive tel muscle, etc., etc. Et dans notre cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on a une lésion cérébrale au niveau de l'aire de Broca, notre patient, il est capable de lire, puisque son nerf visuel n'a pas de souci. Il est capable d'interpréter les mots. Voilà, il est capable de comprendre ce que ça veut dire. Par contre, il est incapable de réaliser un langage, parce que l'aire de Broca est abîmée. Donc soit il n'y a pas d'informations qui sont envoyées à l'aire motrice, qui elle fonctionne, il n'y a pas de souci, elle fonctionne, puisqu'il est capable de faire d'autres mouvements. Ou alors ça envoie des informations erronées, ce qui fait que notre patient par exemple, n'arrive à réaliser qu'une syllabe, temps, voilà. Et donc c'est des messages erronés que l'aire motrice n'arrive pas à comprendre, et donc, donc ça ne fait qu'une seule syllabe, au bout du compte. Voilà ce qui se passe chez notre patient. Donc vous voyez, le cerveau n'est pas organisé n'importe comment. Il y a plusieurs zones bien particulières qui servent à des fonctions bien particulières, et entre guillemets, tout ça est bien organisé. Le cerveau a une analyse et une intégration des informations très séquentielles. On fait les étapes les unes après les autres. On analyse chaque chose et après on dispatche à certains endroits du cerveau. C'est une belle mécanique qui est bien huilée. Alors évidemment, j'ai mis plusieurs minutes pour vous l'expliquer. Mais en réalité, ça met très peu de temps. Quelques microsecondes pour que tout ça agisse. Si évidemment, il n'y a pas de problème au niveau des aires, s'il n'y a pas de lésion. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Donc c'est les aires visuelles. On va parler précisément des aires visuelles, de l'effet du LSD. Alors le LSD, c'est une drogue, c'est une substance psychotrope, donc qui va agir sur le cerveau, et notamment sur différentes parties du cerveau. Le LSD provient du nom chimique qui veut dire diéthylissergamide. Il est connu depuis assez longtemps, et en fait elle est vendue depuis 1960 au marché noir comme étant une drogue récréative, notamment en milieu festif. Quels sont les différents effets du LSD? Le LSD induit vraiment un état modifié de la conscience, et provoque ce qu'on appelle des hallucinations. C'est une drogue hallucinogène. Qui dit hallucination, qui dit illusion. Donc ça déforme vraiment la réalité des choses. Et on va voir justement ce qui se passe au niveau du cerveau. Alors en plus de ça, il y a quand même des effets secondaires. Les effets du LSD se transforment souvent en bad trip, avec des crises psychotiques, de caractère maniaque, et souvent caractérisées aussi par une hyperactivité, voire même un sentiment de toute puissance, ou voire dépressif. Et le problème, c'est que le LSD agit à court terme, donc avec des effets récréatifs que les gens aiment bien, mais sauf qu'il y a un revers de médaille, c'est qu'après on a des effets sur le long terme. On peut arriver à de la paranoïa et à de la dépression. Et donc c'est pour ça que c'est une drogue qui est interdite, c'est une drogue dure, qui agit sur plein de parties du corps, et nous on va s'occuper uniquement que de la partie cerveau et de la partie visuelle. Alors ici, le but c'était de travailler sur une démarche, sur une stratégie, une démarche scientifique, et plus précisément une sorte de démarche expérimentale. Quoi, le LSD provoque des hallucinations, même quand une personne est dans le noir. C'est lié à la vision, donc techniquement, une personne dans le noir ne devrait rien voir, ne devrait rien percevoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faudrait qu'on puisse voir les effets sur l'air visuel, puisque a priori qui dit hallucination dit vision, dit air visuel. Donc il faudrait qu'on puisse voir ce qui se passe au niveau du cerveau. Est-ce que le cerveau s'active ou pas lorsqu'une personne est dans le noir, lorsqu'une personne voit de la lumière, et lorsqu'une personne prend du LSD. Et on va devoir comparer ces trois situations. Soit là on va utiliser un logiciel en ligne. Attention, avec ce logiciel, ce n'est qu'un modèle, ce n'est qu'une simulation. D'accord? C'est un modèle qui a ses limites.
Ça ne représente pas tout à fait la réalité, c'est une simplification de la réalité, mais c'est une très bonne simplification comme on va le voir. Une fois qu'on aura vu les résultats, on pourra conclure pour savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend du LSD. Alors pour être plus précis, ce logiciel s'appelle IRM Virtuel. Donc c'est un logiciel qui a été réalisé par un collègue de SVT qu'on peut retrouver sur l'Académie de Nice. Donc il y a une version collège, une version lycée, une version exécutable qu'on peut télécharger et une version en ligne. Donc nous on va utiliser la version collège. On commence déjà par vous expliquer un petit peu c'est quoi l'IRM virtuel et sur quoi ça repose. Le but de ce logiciel c'est d'agir sur des flèches et de visualiser les différentes parties du cerveau. En fait, ça se base sur des IRM, donc des examens médicaux non invasifs, sans ouvrir, sans faire de chirurgie. Donc, en fait, on se base sur plein d'IRM, réels, qui ont été faits sur plein de patients. Et en fait, entre guillemets, l'IRM virtuel, en fait, c'est une sorte de compilation de la plupart des IRM qui ont été réalisés sur de vrais patients. Alors pour cela, nous disposons d'un sujet volontaire pour expérimenter diverses situations. Ensuite, il faut choisir la situation par rapport à ce qui est proposé. Donc il y a plein de choses, on peut tester plein de choses. On prend des IRM réels. Donc la tête du sujet serait introduite dans un appareil. Son cerveau serait alors soumis à un fort champ magnétique et à des ondes radio. En gros, c'est ce qui se passe avec un IRM. Et on obtient ce genre de cliché. Alors ça permet de visualiser en fait l'anatomie du cerveau. Et on fait ça tranche par tranche. C'est pour ça qu'en général, un IRM, on met pas quelques secondes, on met en général 15, 20, voire une bonne demi-heure pour avoir toutes les tranches du cerveau. Voilà, donc ça c'est la première partie, c'est ce qu'on appelle l'IRM anatomique. Et il y a une deuxième partie à l'IRM, c'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. C'est-à-dire qu'on va voir en fait l'activité du cerveau. Et notamment, en fait, on va se baser sur la consommation en dioxygène du cerveau. Parce que plus le cerveau consomme de dioxygène, qui est l'un des plus grands consommateurs de sucre, donc de glucose et de dioxygène du corps, plus il y a une zone qui va être active, plus elle va consommer de glucose et de dioxygène. Donc plus on va avoir une activité sanguine importante qui va devoir apporter tout ce qu'il faut aux neurones. Comme on va le voir. Voilà. Et après, bon, on va pouvoir utiliser les trois différents plans. Donc les trois différents plans de coupe. Et donc l'IRM fonctionnel apparaîtra sur l'IRM anatomique sous forme de taches colorées. Là on aura des taches, c'est là où l'IRM ou les IRM auront détecté une activité au niveau du cerveau. On peut se déplacer au sein du cerveau, au sein de ces coupes. Dans un premier temps, on va faire notre première expérience. C'est-à-dire on va faire notre expérience témoin. En fait, on va avoir deux expériences témoins. Ce qu'on va appeler une expérience témoin négative et une expérience témoin positive. Alors, l'expérience témoin négative, tout simplement, on prend une personne, on la met dans le noir, dans le silence. Techniquement, elle n'a aucun stimulus, donc le cerveau devrait être quasiment au repos. On lance l'IRM. Alors maintenant, il va falloir qu'on visualise un peu partout dans le cerveau pour voir si on trouve des zones activées. Donc on regarde de gauche à droite, voilà, on peut voir un peu la coupe du cerveau qui se déplace, et on voit aussi le mannequin, le plan vert qui se déplace. Donc là pour l'instant rien quand on va de chaque côté latéral. Ensuite on va regarder de haut en bas, donc là c'est le plan bleu. Donc a priori au niveau du cortex il ne se passe pas grand chose. Même quand on descend au niveau du cervelet et même du tronc cérébral. Bon. Et on va aussi se déplacer d'avant en arrière. Donc là on peut même voir les yeux au niveau des orbites. Donc avec tout le cortex qui prend la plus grande partie du cerveau. Et on va d'avant en arrière. On passe au niveau du cervelet également à l'arrière. Et bon on constate rien. Ce qui semble logique avec l'expérience témoin négative. Quand on met une personne au silence, dans le noir, sans aucun stimulus, le cerveau est à peu près au repos. Allons-y, on revient à la suite. Deuxième phase, on va faire notre deuxième expérience et on va voir notre expérience témoin positif.
on va prendre un sujet qui va voir quelque chose, qui regarde quelque chose. Et notamment, le truc le plus simple, c'est qu'il voit un flash lumineux. Donc c'est parti, on lance l'IRM. Voilà, bon, ça nous réexplique un petit peu ce qui se passe. Hein. C'est que là, cette fois-ci, la personne fait passer une IRM anatomique et fonctionnelle en lui montrant un flash lumineux. Donc allons-y. Alors là déjà, on commence à voir des petites choses. On voit des petites zones bleues. Donc a priori, on commence à voir une certaine activité. Et on constate que, voilà, on a même une partie un peu rouge. Et ça se situe surtout à l'arrière du cerveau. Donc allons-y, je me déplace à l'arrière du cerveau. Voilà. Hein, donc on peut voir bien sur les 3 coupes. Là et là. Lorsqu'on montre un flash lumineux à une personne, c'est l'arrière du cerveau au niveau du lobe occipital que ça s'active. Et si vous avez bien suivi la première partie de la vidéo, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette zone-là? Les aires visuelles, tout simplement. Donc, ce qui semble logique avec notre expérience témoin positif, quand on voit de la lumière, on a les aires visuelles qui s'activent, qui reçoivent les informations envoyées par les yeux. Alors maintenant, allons-y. Autre situation. Le sujet dans l'obscurité après avoir consommé du LSD. Donc là, on a fait consommer du LSD à un patient, on lui fait faire une IRM. Et bien c'est parti. Alors, le logiciel me fait rester au même endroit où je me suis placé dans l'expérience d'avant. Et ça tombe très bien, parce que quand on a consommé du LSD, qu'est-ce qu'il y a comme partie du cerveau qui s'active? L'arrière. Bizarrement au niveau des aires visuelles, alors que normalement le patient est plongé dans l'obscurité. Donc les yeux ne reçoivent aucune information, aucun stimulus. Donc il ne devrait envoyer aucune information dans les aires visuelles. Pourtant, on a bien une activation au niveau des aires visuelles. Donc j'ai refait des captures d'écran de ce qu'on a vu. L'expérience témoin négatif. On constate rien de spécial, il n'y a pas d'activité spécifique au niveau du cerveau. Les aires du cerveau sont au repos. L'expérience témoin positif, lorsqu'on a un flash lumineux, les aires visuelles s'activent. Avec prise de LSD chez une personne qui a été mise dans l'obscurité, les aires visuelles s'activent également. Et donc, c'est là où on va parler d'hallucination et d'illusion. Tout simplement, le cerveau a l'impression qu'il voit quelque chose. Il a l'impression de percevoir quelque chose venant des yeux. Or, les yeux sont à l'obscurité. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des hallucinations. C'est quelque chose qui n'est entre guillemets pas réel. Hein. C'est juste le LSD qui va agir au niveau de certaines aires du cerveau, notamment au niveau des aires visuelles, qui va stimuler les aires visuelles alors qu'elles ne devraient pas être stimulées. Et c'est ça le problème des hallucinations, c'est que certaines zones du cerveau s'activent alors qu'elles ne devraient pas s'activer. Voilà. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on prend du LSD. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de tout ce qu'on a vu? Le cerveau est constitué de différentes zones fonctionnelles, appelées aires cérébrales. Elles se mettent en relation pour réaliser une action sur le corps via des messages nerveux moteurs à partir de messages nerveux sensitifs. Réception d'informations sensorielles, analyse de ces informations, conception d'une réponse adaptée, puis envoi d'une information pour réaliser l'action. C'est pour cela qu'on parle de centre intégrateur. On peut observer le fonctionnement de ces aires cérébrales grâce à leurs activités par l'intermédiaire d'une IRM fonctionnelle. S'il y a une lésion au niveau des aires, le cerveau devient incapable d'accomplir le traitement intégral des informations. Des substances peuvent altérer le fonctionnement de certaines aires cérébrales et entraîner des problèmes de perception appelés hallucinations, comme certaines drogues, exemple le LSD. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous n'avez pas eu de soucis de compréhension. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui va parler de la suite, notamment qu'est-ce qui se passe au niveau de la transmission des informations et notamment de la perturbation du système nerveux. Bon courage et à une prochaine!